Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. C'est un film un peu enfantin, on pourrait dire. C'est-à-dire que c'est l'enfance de la grande comédie musicale en couleur MGM, puisque c'est la première fois que Gene Kelly et Stanley Donen, alors là dans l'affiche française c'est Stanley Donen et Gene Kelly, parce qu'on a maintenant gardé Donen comme étant quasiment le seul réalisateur de Chantons sous la pluie, mais c'est bien Gene Kelly et Stanley Donen, et l'un est un peu le disciple de l'autre, Donen étant plus jeune et moins expérimenté que Gene Kelly, qui sont là, donc, qui passent pour la première fois à la réalisation, avec ce film de 1949, adapté, alors vous le lisez peut-être, d'une pièce, enfin d'un musical de Broadway, qui est signé, l'idée est de Jérôme Robbins quand même. Donc on parlait de West Side Story, voilà, il y a des ponts qui vont se faire. Et puis ça fait partie de cette unité Alfred Green dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire comment la MGM, le grand studio MGM, a réussi à avoir une unité spéciale de comédie musicale avec cet Alfred Green et avec notamment ce couple de scénaristes. Alors est-ce que vous arrivez à Betty Comden et Adolph Green, qui sont d'ailleurs à Broadway, dans la pièce de Broadway, jouaient aussi les rôles principaux. Donc voilà, donc on porte à l'écran, pour la première réalisation de Kelly et Donen, ils portent à l'écran ce musical. Il est de 1944 et on est en 49, donc on est après-guerre, mais c'est l'histoire de marins qui ont une permission pendant la guerre, d'où mon accoutrement de ce soir. Je fais quelques efforts, quel métier. Mais cette histoire de marins en permanence, c'est déjà quelque chose que la MGM, avec déjà Sinatra et Gene Kelly, avait tenté, avec Escale à Hollywood de George Sidney quelques années auparavant, Anchors Away, et si vous restez, j'aurai un petit extrait à vous en montrer. Et puis un autre film qu'ils ont fait ensemble aussi, Take Me Out to the Ball Game, où ils jouaient des joueurs de baseball. Et c'est important l'uniforme, hein. Là c'est l'uniforme de marin. Important l'uniforme, pas pour la question militaire, vous allez voir que c'est pas du tout l'ambiance du film, elle est plutôt touristique et plutôt, je disais enfantine, on en parlera, mais l'uniforme blanc aussi pour souligner les formes, et ce sera une des choses dont on parlera, c'est quand même les comment on appelle ça, les corporéités différentes de ces acteurs, et comment il y a une sorte d'érotique de la danse qui se dessine là, qui va être portée ensuite à son point maximum, sans doute dans des comédies musicales qu'on verra ou qu'on a vues dans la première saison, à savoir Un Américain à Paris. Et puis là, on montrera Tous en scène, donc avec quelqu'un qui est plus un auteur de la comédie musicale et qui est Vincente Minnelli, mais avec donc Gene Kelly comme façonnant une certaine idée de ce que c'est qu'être un homme et de faire de la danse, y compris de la danse classique. Donc je vous laisse voir le film et puis on en parle après. Il n'est pas très long pour une comédie musicale, me semble-t-il. Voilà, donc il y a une vivacité, quelque chose d'un peu rapide qui est moins développé que ce qu'ils feront après, avec des ballets plus longs, etc. Voilà, d'où le côté un petit peu l'enfance de ces premières réalisations de Donen et Kelly, le rapport aux couleurs, l'espèce de côté bondissant. Les gens disaient d'ailleurs, ils bondissent du bateau quand ils arrivent, vous allez voir au début, comme du popcorn. Et c'est un petit peu l'esprit du film. Donc bon film, et puis à tout à l'heure. Oui, alors évidemment, ce que j'ai oublié de préciser, c'est en réalisant leur premier film, ce qu'ils ont exigé de Arthur Freed, Donen et Kelly, c'est de pouvoir tourner en décor réel à New York. Alors, c'est oui et non. Je crois que quelqu'un a compté et dit qu'il y a seulement 7 minutes de métrage réellement tourné à New York. Je ne sais pas si c'est vrai. Je l'ai quand même vu plusieurs fois et il y a clairement des plans qui sont en décor réel à New York, sous le métro, sous la ligne 7, et puis bien sûr l'ouverture au Brooklyn Navy Yard, et puis certaines scènes de rue. On voit d'ailleurs que le grain est un petit peu différent quand c'est de la lumière naturelle. Donc mission en partie accomplie, mais c'est surtout c'est une exigence et malgré tout une réalisation très rare pour les films MGM. Si vous en avez vu d'autres, ils sont connus pour le côté dispendieux de leurs décors de studio, le luxe de leurs décors de studio, et donc cette exigence de tourner dans la vraie ville, c'est quelque chose d'assez
d'assez inconfortable pour ce qui est des conditions de production et donc d'assez osé. Bien sûr, pourquoi ? Parce que New York est l'argument de ce film à l'intrigue, vous l'aurez remarqué, très simple. C'est-à-dire que si vous étiez là la dernière fois quand on a vu Easter Parade, parade de printemps de Charles Walters, je vous disais que ce qui structurait le film, et au fond peut-être l'idée même de comédie musicale, c'était le défilé de mode, défilé sur la 5e avenue. Et finalement, on pourrait dire que le tourisme, c'est aussi une forme de défilé, sauf que c'est faire défiler le paysage, faire feuilleter comme ça les différents lieux. Et donc New York se présente comme ça, c'est-à-dire au début, avec le petit guide qu'a Sinatra et qui va finir enfin par balancer par-dessus la rambarde du haut de l'Empire State. Mais évidemment, c'est ça, c'est-à-dire c'est une sorte de réserve de décor, de points, de lieux, et pour une intrigue, disons, d'initiation amoureuse, d'une grande simplicité par rapport aux plus grandes comédies musicales qu'on aura après, qui sont plus élaborées, plus complexes, même dans leur intrigue et dans leur structure. Ici, on pourrait dire, il y a 3 marins, il y aura 3 filles, alors plus une, la Schmiller qui éternue. Mais c'est vrai qu'il y a un côté chacun trouve sa chacune assez vite, et ça donne à l'ensemble, je disais, un côté enfantin, voire parfois infantile, en tout cas bouffon de certains gags, de certains éléments comiques, de certains personnages. Alors pareil, si vous étiez là pour Easter Parade, vous avez peut-être reconnu le serveur qui faisait toute une histoire de la salade, qui expliquait la salade, et qui est Jules Munchin, et qui joue le grand des 3 marins. Et puis alors Sinatra, Sinatra, il était déjà très très connu, c'était une énorme star au début des années 40, sauf que vous voyez qu'il chante, il danse à peine, mais par contre en tant que chanteur, il faisait vraiment l'objet d'une... je crois qu'on appelait ça la sinatrance ou le sinatroma, voilà, tellement il était l'objet des groupies de manière incommensurable. Et c'est vrai que là, dans les comédies musicales MGM avec Gene Kelly, il n'est pas forcément mis au premier plan. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a dans le film, alors outre son traitement de New York dont on pourra reparler, y compris dans le livret, hein, bien sûr, quand ils arrivent et qu'ils disent Wonderful Town. En fait, dans le livret original, c'était Hell of a Town, qui est un peu plus intéressant. Donc une ville d'enfer au bon sens du terme, mais le code, le bureau de la censure a interdit l'emploi de ce semi-juron, enfin, et du coup, on manque il nous manque peut-être un petit quelque chose dans la représentation de la grande ville, parce que certes, c'est le tourisme, c'est l'admiration, mais on voit quand même qu'il y a un petit travail au cours du film qui se fait entre la grande ville et Meadowville, donc Prairieville, hein, la petite ville de province, et comment c'est pas seulement une opposition entre les provinciaux et la très grande ville. C'est quand même un peu l'idée qu'on doit recréer dans la grande ville un sentiment de communauté qui nous vient, une sorte de valeur de la communauté un peu folklorique qui nous vient de la petite ville. Et ils y arrivent, mais ils y arrivent aussi par des numéros. C'est-à-dire que les numéros, c'est pas seulement tel solo de Gene Kelly ou telle danse de couple, quand il y a une danse d'accordance, comme on dit dans les comédies musicales, c'est-à-dire la façon dont il va danser avec Vera Ellen, celle qui joue la jeune première, et la première fois quand il joue dans la salle de répétition de danse, où il y a vraiment une façon, c'est chorégraphié, c'est-à-dire qu'il y en a un qui propose une petite phrase A, et puis l'autre limite, et puis ils font un truc ensemble, et puis ensuite c'est elle qui propose une petite phrase chorégraphique B, et puis lui limite, et puis ils refont un truc ensemble. Donc il y a une sorte de... Voilà, dans la chorégraphie même, le couple qui est très harmonieux, qui se forme même physiquement, il y a une harmonie physique, mais par contre, il y a au moins 2, voire 3 numéros de groupe, hein. D'ailleurs, il y a cette figure des copains qui tournent autour de quelqu'un au centre, que ce soit au musée, quand il se déguise avec toutes
toutes ces appropriations culturelles un peu scandaleuses où on mélange les hommes préhistoriques, les Indiens, voilà, on ne sait pas trop d'où viennent tous ces artefacts, les plumes, etc. Et puis la You Can Count on Me, c'est vraiment où la solidarité amicale est exprimée quand il est triste dans le bar. Et puis avant, en haut de l'Empire State, il y a aussi ce numéro où il joue à saute-mouton comme ça les uns avec les autres. Donc il y a ces 3 numéros qui ne sont pas si fréquents dans les comédies musicales où on a souvent des grands ensembles ou bien plutôt des couples ou bien des solos. Et là, il y a vraiment une notion amicale dans ce petit groupe qui fonctionne assez bien, jusqu'à d'ailleurs intégrer Schmiller à la danse quand ils sont dans le bar, même si à un moment elle finit plus ou moins sous la table. Mais il y a une petite dramaturgie comme ça, d'abord de son exclusion, et puis ensuite elle prend le devant de la scène dans ce numéro. Donc il se passe quelque chose dans le fait de créer quelque chose de l'ordre d'une communauté, et ça passe, cette communauté, elle passe bien sûr aussi par l'amitié, c'est-à-dire que c'est un body musical, un musical avec 3 amis, et ça comment dire, ces 3 amis sont aussi, me semble-t-il, des représentations de la masculinité ou du rapport à un corps d'homme, enfin, qui sont proposés. Je dis ça parce que y a d'abord une femme idéale, entre guillemets, qui est proposée, qui est l'histoire de l'affiche avec la Miss Tourniquet, où qu'est-ce qu'on a ? On a Gene Kelly qui rêve à une publicité en réalité. Donc à une femme idéale, mais une femme de publicité. Et puis à la fin du film, de manière symétrique, il va rêver devant l'affiche. Vous vous souvenez, l'affiche Day in New York. Et il y a quand même du chemin qui est parcouru entre ces 2 rêveries, on pourrait dire, ou ces 2 fantasmes. Le premier, c'est vraiment le fantasme, on pourrait dire, d'une parfaite américaine, mais parodique. C'est-à-dire qu'elle est à la fois en tablier en train de repasser, en même temps elle a une dimension artistique puisqu'elle est en tutu, et en même temps elle est athlétique avec ce numéro assez virtuose du sport et des... Bon, alors voilà, la femme telle qu'il la rêve serait complète. En réalité, la deuxième rêverie et le deuxième fantasme, là, on sent il y a une rupture. Il y a une rupture de la narration. On n'est plus du tout avec les personnages. On décolle, on est ailleurs. On est dans cet espace proprement du ballet. On est dans un autre style de danse, puisque le classique prend le pouvoir dans ce moment du ballet plus développé. On est beaucoup plus stylisé, puisqu'on est sur une scène et que la ville n'est plus la ville photographiquement réelle, mais voilà, juste des formes. Et puis, vous aurez remarqué que ceux qui représentent les personnages féminins et les copains, ce sont plus les acteurs, chanteurs et danseurs, ce sont des danseurs professionnels et classiques, qui ont une formation classique. Il n'y a que Vera Ellen, la bien-aimée, qui est là, et Gene Kelly, et les autres, ce sont des danseurs classiques, véritablement. Donc c'est intéressant cet effet de rupture de ce ballet qui va devenir dans la structure de la comédie musicale dans les quelques années plus tard à la MGM, qui va prendre encore de l'ampleur, puisqu'il y a ce fameux ballet dans An American in Paris qui dure 17 minutes, et voilà, qui est extrêmement élaboré et inspiré de toiles impressionnistes françaises. Donc voilà, ce film est à la fois plus léger, plus idiot, on pourrait dire. Il y a une bouffonnerie comme ça assez infantile. Et en même temps, il pose les jalons. Et puis, ce côté ludique est assumé. D'ailleurs, quand ils arrivent, l'une des premières choses qu'ils voient, vous vous souvenez, c'est un étal un type qui vend des jouets. Et il y a tout cet aspect-là, le dinosaure. Ça fait penser aussi au dinosaure de Howard Hawks, de Monsieur Bébé. Hein, ce côté infantile des hommes qui n'ont pas encore grandi. Et puis, sur cette idée d'adolescent, que ces marins sont en fait des gens qui sont encore des hommes qui sont encore adolescents. Il y a un jeu de mots quand ils sortent du métro et que Gene Kelly dit « Je t'expliquerai quand ta voix aura mué ». Je ne sais pas si vous avez entendu, parce que les dialogues ne sont pas toujours
tout à fait traduit littéralement. Je t'expliquerai quand ta voix aura changé. Et en fait, il dit ça à Sinatra. Évidemment, c'est une allusion au fait que Sinatra, au contraire, il est connu. Il s'appelait The Voice, on l'appelait The Voice, et qu'au contraire, il est connu pour son baryton, pour son, je crois que ça s'appelle portamento, la façon dont il commence une note plus bas et puis il glisse vers la note juste. Donc, au contraire, sa voix, elle est tout à fait élaborée et pas du tout en mu. Mais voilà, il y a la définition à la fois d'un raffinement de ce que peut être une femme idéale pour un homme, avec ces deux rêveries de Gene Kelly, que vous retrouverez par exemple dans Chantons sous la pluie aussi, hein, si vous avez le film en tête, il y a toujours un moment où il fantasme sur la femme qu'il aimerait voir, et puis ça prend la forme d'un numéro, d'un ballet. Et puis aussi donc, son rapport, lui, à la virilité quand il danse, Gene Kelly. Parce que je disais, il y a ces costumes blancs qui, pour lui, sont là pour mettre l'accent sur les formes, les muscles, etc., des marins, parce que pour lui, il faut absolument pouvoir utiliser la danse classique. Il a une formation clairement classique, même si elle est mêlée de jazz, etc., mais en transportant une forme de virilité. Voilà, c'est sa façon de faire ce mélange-là. Il veut absolument qu'il y ait des marques, disons, de virilité. On peut critiquer ou pas, mais en tout cas, c'est ce qu'il affirme. C'est-à-dire trouver une espèce de dosage entre quelque chose de sportif, enfin, voilà, la présence malgré tout d'un corps dont on voit la forme des muscles. Il y tient. Et puis on a au contraire, disons, le modèle Sinatra qui était connu pour sa maigreur. Il y a d'ailleurs même un dessin animé de Tex Avery où il est hyper maigre l'année précédente et où on se moque de ça. On se dit mais c'est pas possible, il va mourir, c'est un haricot vert, etc. Donc il y a ces différents modèles. Et bon, Jules Munchin est plus sur le mode burlesque, bien entendu. Mais en tout cas, dans tout le film, on a l'impression que c'est ça aussi qui est en train de se régler dans les rapports entre eux, d'où les nombreux costumes, l'exotisme aussi, hein, ce gag récurrent de faire le tour des cabarets, qui sont tous des cabarets exotiques, avec des archétypes, l'Indochine et autres. Donc il y a quelque chose qui paraît... il y a une forme de bêtise, si on veut, mais et d'humour bouffon, mais qui quand même, à mon avis, cherche une forme de réglage du rapport entre les hommes et les femmes, et aussi quand même de la représentation du genre, avec quasiment à la fin ces hommes en drag, hein, ces hommes qui sont déguisés en femmes et qui suscitent malgré tout l'intérêt vif des policiers. Est-ce qu'il y a un micro? Question, est-ce que le policier à la fin... le chef de la brigade, c'est pas celui qui joue dans certains Harlem Show? Oui, c'est ça, oui. Non, ça m'a fait penser à ça, il me semble bien que c'est lui, non? Oui, c'est celui qui joue... Nobody's Perfect, non, c'est ça? Oui, qui joue... Comment il s'appelle? Ah, le nom, je sais pas. Oui, oui, tout à fait. Non, qui tombe amoureux de Jack Lemmon. Oui. Et qui lui remet sa chaussure... Son nom Bonsoir. Je voudrais simplement souligner aussi la musique de Leonard Bernstein. Oui, puisqu'on parlait de West Side Story. Juste avant West Side Story. Tout à fait. Qui était un très grand compositeur américain. Voilà, à la fois Jerome Robbins et Leonard Bernstein. Donc on a le duo de West Side Story, effectivement. Alors, il n'a pas composé toutes les musiques. Il y a des chansons additionnelles qui sont de Roger Edens. Mais effectivement, notamment la partie ballet, hein, A Day in New York, on entend bien là, le style de Bernstein, alors peut-être un peu inspiré de Debussy, je ne sais pas, je ne suis pas assez connaisseuse, mais il me semble qu'à ce moment-là, on sent quelque chose qui est différent des musiques plus jazz avant, y compris. Donc là, on sent que Bernstein prend un peu le pouvoir, mais ça reste contenu. D'ailleurs, la durée du film est aussi elle-même ramassée. Il y a une espèce de vivacité.
quelque chose de très lisible, cette ouverture avec le type qui chante, l'ouvrier, le docker qui chante, et puis hop, ça y est, quand on le voit réapparaître à la fin, on sait que le soleil se couche, hop, c'est plié, c'est fini. Il y a ce côté compte à rebours. C'est d'ailleurs étonnant de voir l'heure écrite comme ça. On se dit, mais il y a une espèce de modernité de la chose, comme si le film lui-même était timé. Voilà, on a une sorte de contrainte qui est de faire un film top chrono. On a 24 heures. Je souligne, pardon, ça n'a aucun rapport avec Bernstein, mais que, enfin, si, ça a un petit rapport, mais que Jacques Demy s'est bien sûr inspiré du film Pour les Demoiselles de Rochefort, aussi un film de marin en permanence, vous vous souvenez, dans Les Demoiselles de Rochefort, et cette idée que les gens ont un certain laps de temps et que donc l'action doit être concentrée, accélérée. Enfin, il y a une forme d'urgence dramaturgique qui est donnée par le fait de repartir. Et ce qui est beau là, c'est que... Alors ce qui est beau et ce qui est en même temps qui manque d'émotion. Enfin, c'est ça le problème pour moi de ce film, c'est que, et on verra avec Vincente Minnelli qu'on n'a pas ce problème, chez Donen, c'est pas forcément un cinéaste qui cherche la profondeur émotionnelle à travers le genre de la comédie musicale. Or, on sait, si vous en avez d'autres, on sait qu'on peut l'atteindre. Donc il me semble qu'il ne cherche pas tant ça. Et la preuve en est que quand ils repartent à la fin, on se dit, mais en fait, ils ne leur laissent pas leur adresse. On ne saura pas, à part Médoville. À part Médoville, on ne saura pas. Et puis tout de suite, on a la fournée d'après, la fournée de popcorn d'après qui débarque. Et c'est très beau, ce côté circulaire. Et en même temps, voilà, on sait qu'on n'est pas là pour du mélodrame. Il n'y a pas un seul grain de mélodrame. Et je disais, il y a quand même un rapport avec Bernstein et Robbins, et West Side Story, parce que Jacques Demy, quand il a fait Les Demoiselles de Rochefort, il s'est inspiré aussi beaucoup de West Side Story qu'il venait de voir, dont il a noté la structure. Donc il y a quand même quelque chose là pour Jacques Demy qu'il a réussi à tirer tout en le faisant très très français. Mais c'est ça qui l'a inspiré, et sans doute aussi ce côté composite. Il y a l'influence, disons, très chorégraphique, très corporelle, de présence corporelle de la danse de Gene Kelly et de Stanley Donen, qui est aussi danseur, plus jeune, mais voilà, ces gens réfléchissent à où on place la caméra, est-ce qu'on la bouge, comment on la bouge, à quelle distance, parce qu'ils sont danseurs et ils pensent la mise en scène comme ça, de la danse. Et puis, il y a le livret et la musique, qui est quand même, voilà, les choses fonctionnent ensemble, mais pas tout à fait. C'est comme une espèce de feuilleté, et tout ça avance, et puis voilà, une forme d'humour. Quand on dit comédie musicale, là, c'est le cas. Parfois, on dit comédie musicale et c'est beaucoup plus dramatique ou tragique. Là, il y a cet élément de, oui, ludique, la femme chauffeur de taxi extrêmement, comment dire, qui fait des avances extrêmement poussées. C'est très insistant. Tout justement, ces deux femmes, donc celle jouée par Ann Miller, là encore, ceux qui étaient là pour Easter Parade ont reconnu Ann Miller, qui fait ce magnifique, qui joue Nadine dans Easter Parade, et qui est une grande danseuse de claquettes, sans doute la plus grande, avec Helena Hanor Powell, qui a découvert les claquettes à l'écran en voyant Bill Robinson, Bojangles, et qui ensuite, voilà, donc, et qui joue l'anthropologue, on pourrait dire la citadine, l'intellectuelle, voilà, et qui est indépendante, on voit qu'elle donne de l'argent, enfin qu'elle a de l'argent et qu'elle en fait ce qu'elle en veut. Et puis l'autre femme, sexuellement très très affirmée, jouée par Betty Garrett, que si vous étiez là dans la première saison de cycle de comédie musicale, vous avez vu dans My Sister Eileen, Ma sœur est du tonnerre, puisqu'elle joue l'une des deux sœurs. Donc voilà, là encore, alors je ne sais pas qu'elle est virile, mais enfin, il y a quand même un rapport qui s'inverse quand il y a une femme chauffeur de taxi et qui est très entreprenante sexuellement. Donc le film se joue de ça, et il a quelque chose de, pas de bric et de broc, mais disons de ces différentes vitesses, de ces différents styles, de ces différentes présences qui, à mon sens, ne prend pas tout à fait vraiment, mais et surtout peut-être manque à créer une forme d'émotion, mais a quand même aussi
sa virtuosité et une forme de perfection, notamment dans l'usage des couleurs, par exemple. Voilà, Dans la scène imaginée, c'est-à-dire quand il rêve de la comédie musicale, on voit quand même une attention à l'élévation, c'est-à-dire au fait qu'il y a 2 niveaux. Mais ça se retrouve exactement aussi dans la scène rêvée dans Chantons sous la pluie. Oui. Est-ce que c'est une appétence de Donen et Kelly ou c'est juste un truc qu'ils faisaient tout le temps dans les comédies musicales de cette époque? Non, je pense que c'est plus propre à Donen et Kelly, avec cette idée de comment la présence de la danse classique va être intégrée. Gene Kelly a fait lui-même un film qui s'appelle Invitation to the Dance, où là aussi c'est un film en plusieurs morceaux, où là on a du ballet, de la danse classique. On a l'impression que ça le travaillait, ça, c'est-à-dire comment il peut intégrer la présence de la danse classique dans des films dont il sait très bien que l'intrigue est contemporaine, qu'on ne peut pas toujours raconter l'histoire d'une danseuse classique et avec Leslie Caron. C'est pas un hasard. Gene Kelly, il choisit ses partenaires, il aime avoir pour partenaire des danseuses qui ont une formation classique. Leslie Caron, ce sera pareil dans Un Américain à Paris, parce que comme ça, ils peuvent faire des choses chorégraphiques ensemble, ils peuvent aller loin, sinon, parce qu'il n'aime pas dominer, écraser la partenaire. Donc il y a ça, et oui, je pense que sans doute, il associe ça à une forme d'élévation ou de côté plus éthéré. Dans les films, là, vous pensez au ballet avec la longue traîne de Sid Charisse, où on a l'impression de voir des espèces de marches, mais on ne voit à peine on ne voit pas le décor. Il y a quelque chose de gommé qui est très beau, très mauve, alors là, je pense que c'est pas aussi élaboré. Le travail du décor, on voit que tout ça n'est pas encore complètement accompli et va s'accomplir plus tard dans Chantons sous la pluie et dans Un Américain à Paris, sachant qu'Un Américain à Paris n'est pas de Donen et Kelly, mais de Minnelli, et que Minnelli, en tant qu'auteur, on pourrait dire en tant que cinéaste, véritablement auteur, est toujours en train de parler de personnages qui rêvent et dont les rêves sont écrasés, on pourrait dire, par le monde, par la violence du monde, et notamment par la violence de la grande ville. Alors, on n'a pas au programme Brigadoon, mais c'est ça. C'est un type qui vit, c'est un madman, c'est un type de Madison Avenue qui va au bar, qui est tout seul, qui déteste sa vie urbaine, et qui va en vacances et qui trouve complètement un autre monde. Donc là, on a une opposition très très forte entre l'urbanité et un monde non seulement très très lointain en Écosse, mais en plus un village, mais en plus temporellement, c'est de la science-fiction, c'est du fantastique quasiment. Alors c'est très marqué chez Minnelli, cette espèce de tiraillement terrible, tragique enfin, et qui fait toute l'intrigue entre ce dont on rêve, son idéal, et ce que le monde, la violence du monde. Et en même temps, le film fait vivre le rêve, c'est-à-dire que c'est avec les couleurs, avec les décors, avec les chansons, etc., et les danses, que en fait le rêve il persiste. Ici, c'est moins, chez Donen et Kelly, c'est beaucoup moins marqué. Il y a un peu de ça, mais c'est plus léger, et on a l'impression que chaque problème, on pourrait dire, est résolu. Chaque rêve, chacun va trouver sa chacune, et finalement, chaque rêve va être exaucé. Donc c'est ça qui est un peu plus, qui est un peu plus restreint, sans doute, dans ce type de cinéma. On est moins on est moins tiraillé, on est moins travaillé, peut-être. Juste pour dire que pour Brigadoon, on l'avait projeté avec Jean Douchet il y a un certain nombre d'années. Oui. Donc je dis qu'en fait on peut écouter un podcast. C'est une aparté. Par contre, moi, pour le coup, je voulais essayer de rebondir sur ce que tu disais. Je veux dire que j'aime beaucoup le début du film. Je trouve qu'il y a un rythme extraordinaire. Et je trouve ça toujours étonnant parce qu'au début, il y a cet ouvrier qui arrive sur le port. Et d'une certaine manière, c'est quand même assez réaliste. Enfin, je veux dire, c'est le petit matin. Et comme tu disais, il y a les matelots qui sortent comme du pop-corn. Enfin, il y a une espèce de vitalité soudaine, en fait. Et ils investissent la ville. Et tout ça s'enchaîne, en fait, avec beaucoup de rapidité. Et j'étais vraiment surpris par le fait qu'on passe effectivement des docks. On passe à une visite touristique de la ville où en quelques minutes, on passe jusqu'en haut des buildings. Et puis on redescend tout en bas dans le métro, et là il y a quelque chose d'assez étonnant, c'est que tout de suite il tombe sur le portrait en fait de
de la fille, et que là, tout de suite, ça enchaîne sur le fantasme d'une certaine profondeur derrière l'image, en fait. Mais tout ça n'est pas vraiment problématique, j'ai envie de dire. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas... Il y a d'autres cinéastes, en fait, qui pourraient en faire autre chose, ou De Palma, ou plein d'autres, enfin, je sais pas, ou Hitchcock. Enfin, plus torturé, oui. Ouais. Alors que là, en fait, c'est très très simple. En fait, il y a quelque chose de... Moi, je suis étonné par l'enchaînement de tout ça, en fait, et que ça va très très vite. Oui. Et, oui. On peut être étonné ou on peut être déçu, effectivement. Non. Le catalogue, c'est-à-dire que je pense que le tourisme, le catalogue touristique, ou le guide touristique, fait programme, effectivement. C'est-à-dire qu'il va s'agir d'aller y voir quand on ne connaît pas New York. Dans la chanson du début, c'est les gens vivent sous terre. C'est ça, c'est le métro, c'est quelque chose d'exotique pour quelqu'un qui vient d'une petite ville. Donc, effectivement, d'arriver à aller à la fois tout en haut et tout en bas, de faire tous les recoins, comme si on récurait très très vite toutes les possibilités de décor. Et puis ensuite, une fois ça fait, maintenant, on va passer à l'intrigue amoureuse. On a l'impression que tac, 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 tout est fait comme ça, et qu'il tombe quand même amoureux d'une image. Là, on passe à autre chose. C'est-à-dire qu'on passe à autre chose, mais ça en découle, puisqu'ils étaient aussi amoureux de New York avant de l'avoir vu. Ils étaient déjà amoureux d'une image de New York. Ils étaient amoureux du petit guide. Et d'ailleurs, il y a ce lien entre tourisme et érotisme, et désir, vraiment, et désir, dans un tout petit geste de Sinatra, quand la chauffeuse de taxi l'a enfin seule avec elle, et qu'elle dit, voilà, maintenant, on est seul, on va pouvoir enfin faire ce qu'on a à faire. Et lui, il fait comme ça, et en fait, il sort son tout petit guide de son... Et voilà, et il y a un lien avec ça. Bien sûr que le tourisme, c'est aussi une attente. Alors lui, c'est un peu l'asexué au départ des trois. Le côté asexué se balance entre lui et l'autre, et Munchin. Mais il y a un lien avec ça. C'est-à-dire comment on fantasme sur une ville, et ensuite comment on fantasme à partir d'une image, comment on fantasme une femme à partir d'une image. Et quand même, l'enjeu, c'est de dépasser ça et pour pouvoir rencontrer l'autre. Sinon, il n'y a pas d'intrigue amoureuse. Et en même temps, ce film ne fait que feuilleter divers déguisements, malgré tout aussi, de la femme, puisque finir à Coney Island, c'est finir sur un autre point touristique de New York. Sauf que c'est pas tout à fait le même tourisme, puisque c'est un endroit, c'est un parc d'attractions connu comme étant populaire au sens de lower middle class. À la limite, c'est aux spectateurs que ça s'adresse, ça. C'est-à-dire de dire, voilà, vous venez voir une comédie musicale pour le rêve, et on vous en donne. Nous aussi, on vous donne les grands monuments de New York, mais en fait, on est comme vous. Nous aussi, on va à Coney Island et on trouve que c'est un bon divertissement. Donc ça, c'est important que la MGM puisse faire ça, parce que la MGM, c'est le studio qui dépense des millions et des millions pour faire des robes, tout ce qu'on voit à l'écran coûte quand même très cher. Et pourtant, là, il y a cette espèce d'esprit bon enfant qui va ensuite se perdre un peu. À la fin, quand ils se travestissent finalement pour danser, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'eux-mêmes deviennent des sortes d'images en fait, qui sont incorporées Oui, je pense que tout le film, c'est ça. C'est-à-dire c'est une espèce de négociation entre qui on désire, est-ce que c'est une image ou est-ce qu'on arrive enfin à atteindre quelqu'un. Bon, quand ils se reconnaissent, quand l'un et l'autre reconnaissent qu'ils sont de la même bourgade, on voit bien que les masques tombent et que l'amour est déjà cristallisé. Et puis quand même aussi l'image qu'on donne de soi-même à travers les représentations vraiment de genre, quoi. C'est-à-dire quand on est un homme, qu'est-ce que c'est que la virilité, comment on s'habille, comment on danse, comment on parle, qu'est-ce qu'on considère être un homme. Et pareil pour une femme. Est-ce que c'est être une grande mondaine, mettre des robes de soirée, etc. Est-ce que c'est travailler, gagner sa vie pour pouvoir payer ses études, enfin voilà. Il y a toutes sortes de négociations qui seront par la suite, me semble-t-il, pas tellement l'affaire de la MGM. C'est-à-dire que la MGM, à un moment, je pense, a dû donner le mot d'ordre à ses scénaristes
dans la Freed Unit, dans l'unité d'Arthur Freed, que voilà, il faut aussi constituer des mondes dans lesquels on puisse se projeter et s'oublier. Malgré tout, il y a cette vocation escapiste de la comédie musicale qui va être beaucoup plus affirmée par la suite. Voilà. Alors que chez Warner, j'en avais parlé avec Busby Berkeley, vous vous souvenez, il y a vraiment la société, les problèmes de la crise d'après 29, etc., qui sont très présents au début des années 30. Là, on s'en éloigne, mais il reste la guerre, puisque la pièce date de 44, là on est en 49, et à la fin, espèce de tour de passe-passe final, parce que cette fin qui arrive très vite, où les policiers tout à coup sont d'accord pour effacer toutes les charges, et évidemment c'est une espèce de rattrapage de tour de passe-passe avec nos marins, nos boys. Il y a presque un petit truc politique final qui est en même temps un peu parodique sur le discours qu'elle fait, une espèce de parodie de patriotisme, mais qui est quelque chose quand même de récent à ce moment-là. Oui, bonjour. Vous disiez qu'il choisissait ses partenaires souvent, ou généralement. Je voulais savoir pour le cas Sinatra, s'il avait choisi Sinatra avant ou après l'écriture. Bonne question. En tout cas, c'était pas Sinatra à la scène, ça c'est sûr. Ils avaient déjà fait, alors je ne sais pas si on a le temps de montrer les extraits que j'ai apportés. Ils avaient déjà fait Escale à Hollywood ensemble et Take Me Out to the Ball Game. Alors, ils ne choisissent pas Sinatra comme partenaire vraiment de danse. Alors évidemment, ils sont amenés à danser ensemble, mais Sinatra, il est vraiment là comme chanteur. Et d'ailleurs, Gene Kelly savait très bien que lui avait comment on appelle ça, pas une tessiture, mais des octaves très très limitées. Et donc, je pense pas qu'ils entraient en rivalité de ce point de vue-là. C'était très très différent. C'est plutôt dans le choix de ses partenaires féminines que Gene Kelly est connu pour ne pas choisir des partenaires féminines qui soient inférieures à lui, pour les dominer, pour montrer qu'il est très bon danseur. Non, il aime bien sûr. choisir. Mais c'est pas si évident que ça, parce qu'en général, il y a une forme de rivalité. Astaire, Rogers, c'est un peu ça quand même. En fait, ça m'a tiqué au moment où il fait le petit clin d'œil à Ava Gardner, et du coup, je me posais la question si c'était avant ou après avoir choisi Sinatra. Ouais, en tout cas, il y a beaucoup de clins d'œil comme ça à quelque chose de contemporain, que ce soit Ava Gardner, il y a d'autres clins d'œil comme ça. Ça aussi, ça va un petit peu parfois disparaître. C'est-à-dire que là, on a des scories, on a un peu des scories d'écriture, et il me semble que le couple qui écrit les scénarios va se hisser à la hauteur, disons, de la grande comédie musicale qui peut pas faire des petites allusions, des petites notes en bas de page, des petits clins d'œil aussi fréquents. Ça va être quelque chose de beaucoup plus universel d'une certaine façon. Et je trouve que c'est plutôt une amélioration, il me semble. Mais tous ces clins d'œil, soit au cinéma, à Hollywood, etc., moi, je trouve que c'est pas la chose la plus réussie, parce que vous aurez remarqué que ce film-là, évidemment, n'est pas un film de coulisses, n'est pas un film qui réfléchit sur comment on fait un spectacle. Alors, bien sûr, on peut dire que dans les comédies musicales, il y a toujours une scène qui est recréée, un espace qui fait penser à un espace scénique. Et là, par exemple, le musée devient une scène. Et d'ailleurs, il y a dans la danse, elle passe d'une salle à l'autre. Enfin, c'est finalement assez élaboré, avec le tam-tam, avec tout ça. Mais c'est quand même pas la même chose que les comédies musicales de coulisses qui sont un peu le grand genre, parce que la comédie musicale réfléchit sur comment elle se fait, sur l'art de la comédie musicale. Voilà. Là, on n'a pas ça. Il reste des petites allusions, voilà, que je trouve un peu anecdotiques, du coup, il me semble. Est-ce que j'ai le temps de passer les extraits, ou un extrait ? Oui, bien sûr. Alors, lequel ? Alors, peut-être un seul extrait, et qui va être un extrait d'un film que je vous recommande, et qui n'existe pas
qui existe en DVD mais qui n'existe pas pour être projeté en salle, et qui est Beau Fixe sur New York, puisque plusieurs années après, Beau Fixe sur New York, It's Always Fair Weather, par les mêmes, Gene Kelly et Stanley Donen, a été pensé comme une sorte de suite, en tout cas une sorte de d'après-coup de On the Town, puisqu'il se passe aussi à New York, mais il se passe 10 ans après la guerre, et ce sont non pas 3 marins, mais 3 militaires qui décident de se retrouver. Vous savez comment on appelle ça ? Rendez-vous dans 10 ans, là. Reunion. Et de ce parce qu'ils sont amis, la guerre les a absolument soudés, et ils s'oublient pas, et ils vont se donner des nouvelles, et qu'est-ce qu'ils sont devenus, et ils se retrouvent au bar, là où ils s'étaient quittés, près du port, etc. Et enfin, on va voir tout ce qu'on a fait pendant ces 10 ans, la vie qui a repris, etc. Or, évidemment, c'est une énorme déception. Et donc le film Beau Fixe sur New York, c'est en fait un titre un petit peu antiphrastique, ironique, puisque tout en étant une comédie musicale avec Gene Kelly, avec Sid Charisse, porte quand même une forme d'amertume de l'après-coup. Et donc c'est un film plus profond, on pourrait dire, que cette joie un peu enfantine qu'il y a dans On the Town. Et c'est vraiment un film qui a peut-être un peu renoncé à New York comme décor naturel, mais qui est beaucoup plus élaboré dans son rapport à la modernité, enfin au contemporain, et notamment il y a toute une histoire avec la télé, enfin bon. Donc ce que je vous ai apporté, c'est un numéro avec Sid Charisse qui se passe dans un club de boxe, et je trouve que c'est un très beau numéro dansé. Voilà, c'était... Parce que je parlais de code... de genre, et là on est vraiment au maximum du lieu viril, on sent la sueur des boxeurs, et en même temps au maximum on pourrait dire d'érotisme. C'est un peu Ann Miller finalement, Sid Charisse, puisque Ann Miller a beaucoup de coups d'épaule, de coups de bassin, comme ça, très, très érotique dans sa danse, mais plus le ballet, on pourrait dire, et plus grande, et puis plus le ballet. Donc je trouvais intéressant d'aller encore plus loin et de la mettre parmi les hommes dans un club de boxe. C'est finalement l'aboutissement de ce qui s'était esquissé quelques années plus tôt dans Un jour à New York. Bon, je ne vais pas abuser de votre temps. J'avais un autre extrait qui vient de Anchors Away. Je sais pas, il est long l'extrait ? 3 minutes. Bon, allez, 3 minutes peut-être. Alors, donc, Escale à Hollywood, qui précède Un jour à New York, c'est l'un des films avec Frank Sinatra et Gene Kelly. C'est un drôle de film aussi parce que c'est un film pour enfants. De toute façon, tous ces films sont d'une certaine façon pour la famille, pour tout le monde. On va voir une comédie musicale, on peut aller la voir en famille, mais encore plus pour Escale à Hollywood. Anchors Away, c'est le titre de l'hymne de la marine. Et justement, donc dans Escale à Hollywood, c'est encore une histoire de marin qui est en permission. Mais c'est un film qui est connu parce qu'il y a une séquence où Gene Kelly danse avec une souris dessinée, enfin comme Jerry, quoi. Donc voilà, donc c'est... Je parlais du côté un peu enfantin, voire un peu idiot qu'il y a dans On the Town, ludique en tout cas, et en rapport avec le jouet, le jeu. Bon, bah, dans Escale à Hollywood, c'était encore plus marqué, mais c'est pas ce moment-là que je vous ai sélectionné. C'est un autre moment. Je vous laisse. Voilà, c'était pour vous montrer vous attendiez pas du tout à ça, je pense. C'était pour vous montrer, c'est un peu du n'importe quoi, mais d'un autre côté, c'est la puissance de fantaisie que ça avait. Donc la comédie musicale, quand elle n'est pas encore arrivée, disons, à 1950, et qu'elle se cherche encore, qu'elle a beaucoup de moyens, mais que, voilà, on a ces deux gamins, quand ils descendent le long du truc en terre, on a l'impression de voir un charlot. Charlot s'évade, par exemple. Il y a un rapport d'échelle, comme ça, des plans qui est très film burlesque. Et voilà, ils sont comme des gamins à Hollywood, avec des proportions extraordinaires. On est à Hollywood, donc il peut y avoir 20 pianos à queue, un son direct, pas de coupe. Voilà, c'est complètement fou, c'est complètement inattendu. Et il y a quand même
voilà, on peut presque tout se permettre dans ce type de production à ce moment-là. On est moins tenu par justement une nécessité sentimentale, émotionnelle, dramaturgique. Et donc il y a une forme de tourisme qui est aussi une forme de flânerie et qui ouvre à des bizarreries que je trouve assez étonnantes. Donc je vous recommande aussi Escale à Hollywood. C'est un peu des Candides en fait. Les marins, voilà, ils ont tout à apprendre et aussi bien en amour qu'en art et qu'en cinéma. Donc voilà, je trouve ce film tout à fait bizarre. C'est un film de George Sidney. Bon, je vous libère. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous le combien janvier pour Tous en scène. Écoutez, le 11. 8. Heureusement qu'il y en a qui suivent. 11. Je crois que c'est le 12. Peut-être plutôt le 12 parce que c'est un mercredi 5 juste avant. Donc, bon. Ça doit être un 12. Le 12 janvier, et pour Tous en scène, qui est quand même un assez gros chef-d'œuvre de la comédie musicale, avec Fred Astaire. On avait cru l'avoir perdu dans les années 40, et donc il est revenu, vous le savez si vous avez vu Easter Parade, mais vraiment Tous en scène de Vincente Milleni. Ça ouvre notre diptyque Minelli d'ailleurs, puisqu'on vous montrera aussi un film délicieux qui est Gigi, avec Leslie Caron. Donc on a 2 films de Minelli au programme. Bon, bonne nuit, bonne fête.